Sur le Labo des réseaux, on a l'habitude de tester pas mal d'outils IA qu'on juge utiles pour les créateurs de contenu. Il nous arrive aussi d'aller plus loin qu'une simple présentation et d'entrer en contact directement avec les équipes derrière ces outils. Et c'est justement ce qui s'est passé avec Rask.ai. Rask.ai, c'est un outil IA qui permet de traduire ses vidéos en plusieurs langues. Depuis plus d'un an, on échange régulièrement avec les équipes de Rask.ai sur leur outil, l'évolution de celui-ci et les nouvelles fonctionnalités. Une très bonne relation s'est instaurée avec les équipes de Rask.ai qui nous ont même proposé d'animer un webinaire au sujet de l'IA. Ce webinaire, il a été diffusé initialement sur les réseaux sociaux de Rask.ai et même traduit automatiquement en anglais avec la technologie de Rask.ai. Tu trouveras les liens en description de cette vidéo. Et maintenant, voici la version complète de ce webinaire en français. Je te souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, hello everyone. Bon, je vais le faire en français du coup. Bonjour à tous, bienvenue pour ce live exceptionnel en collaboration avec Rask.ai. C'est un plaisir d'être ici. Moi, c'est donc, si vous ne me connaissez pas, c'est Boris du Labo des réseaux, youtubeur, et donc on va passer une petite heure ensemble. On va parler de différentes thématiques autour notamment de l'IA et comment mettre l'IA au service de la création de contenu. Voilà, bonjour à tous. Oui, vous pouvez réagir sur le chat par rapport à la plateforme là où est diffusé le live. C'est diffusé sur différentes plateformes, donc n'hésitez pas durant le live à poser vos questions. Et c'est parti, on va commencer. Donc ça, je l'ai déjà expliqué. Le live devrait durer une petite heure. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Et d'ailleurs, le live sera rediffusé par la suite, donc vous pouvez également commenter ce live plus tard. Et comme l'a dit Alex, il sera également traduit par Rask. Donc pour les personnes qui ne parlent pas français, pas d'inquiétude, vous aurez votre version traduite par Rask.ai. On est parti. Ce qu'on va voir dans ce webinaire, donc, qui va être surtout composé de deux parties principales. La première, alors les slides sont en anglais, mais vous rassurez-vous, moi je vais les présenter en français. La première partie, ce sera donc comment créer du contenu qui va résonner avec votre audience. Et dans une deuxième partie, on se concentrera sur tous les outils IA qui peuvent booster vos vues sur les réseaux sociaux. Et on finira par une session de questions-réponses. Donc, un petit rappel, le Labo des réseaux, qu'est-ce que c'est ? C'est une chaîne YouTube à la base lancée en 2019. Aujourd'hui, on a presque 160 000 abonnés sur YouTube, et sur TikTok, on est proche des 150 000 abonnés. Et c'est sur YouTube environ 600 000 vues par mois, sur TikTok 500 000 vues par mois. On est également présent sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook et même sur Dailymotion. Donc vous avez dû sûrement déjà tomber sur un de nos tutos, pas forcément sans en être conscient, mais depuis le 2019, on cumule pas mal de vues sur les réseaux, on s'en sort plutôt pas mal. On a lancé cette chaîne, initialement, je l'ai lancée avec mon frère, Marco. Je le précise parce qu'on n'a pas trop l'occasion de le préciser, mais on est frères, il n'y a pas qu'une seule personne sur le Labo des réseaux. Même si c'est vrai, on se ressemble beaucoup, donc il peut y avoir la confusion. Et depuis 2019, c'est presque 1400 vidéos qu'on a publiées rien que sur YouTube. Et donc énormément de contenu si à la base on était plus autour des tutos utilisateurs pour aider les gens à utiliser les réseaux sociaux, on a évolué ensuite avec des tutos qui s'adressaient plus aux créateurs de contenu, pour aider les créateurs. Et ensuite, on s'est également intéressé à l'IA et plus particulièrement les intelligences artificielles au service des créateurs. Et toujours sous forme de tuto, même si on a des vidéos des fois qui ne suivent pas forcément la forme de tutoriel. Et l'année dernière, je suis devenu ambassadeur Rask.ai. Tout simplement, on avait testé la solution et par la suite, je les ai contactés et depuis, on a pu échanger. C'est un plaisir d'échanger avec eux, ça s'est très bien passé. Ça se passe toujours très bien et l'avantage, c'est que du coup, on échange régulièrement sur les nouvelles fonctionnalités qu'on peut tester. On donne aussi notre avis sur l'outil. C'est vraiment un de nos outils de coup de cœur. Voilà, on espère encore continuer cette collaboration longtemps et on croit vraiment en Rask.ai
Et voilà, c'est encore un plaisir d'être ici aujourd'hui et j'espère que ça ne sera pas forcément qu'une première et qu'il y aura d'autres occasions d'échanger sous ce format-là qui est assez sympathique. On attaque donc ce webinaire avec cette première partie, comment créer du contenu qui va résonner avec votre audience. Alors, je vais plus parler de la création vidéo, mais ça peut s'appliquer à d'autres types de créations, à d'autres types de posts. Mais nous, on part du principe sur le Labo des réseaux que la création vidéo suit toujours un but et doit suivre un de ces buts. Un de ces buts, c'est soit éduquer, soit inspirer, soit divertir. Si vous regardez vos youtubeurs préférés, vos créateurs préférés, les vidéos qu'ils font, vous trouverez toujours un de ces axes dans leurs vidéos et peut-être même plusieurs de ces axes combinés. Mais sans un de ces axes, c'est compliqué de créer du contenu. Et le plus simple parmi ces trois axes, c'est sûrement le premier, educate, donc on pourrait plus traduire par apprendre quelque chose à son audience. C'est le plus simple à mettre en place. Les deux autres demandent plus de, je dirais pas de compétences, mais plus d'expérience et peut-être plus de travail, puisque les deux autres vont vraiment, il va y avoir dans le contenu inspirationnel ou dans le contenu divertissement, divertissement, il va y avoir besoin de transmettre des émotions, ce qui n'est pas forcément évident à faire en tant que créateur, alors que dans le contenu qui cherche à apprendre, on va mettre un peu de côté les émotions et on va aller droit au but, donc plus facile selon moi et mon expérience. Et en plus, alors je rajouterais, si on doit en choisir le plus difficile parmi ces trois-là, c'est sûrement le divertissement, avec aujourd'hui la concurrence d'autres plateformes de streaming, la concurrence même au sein des plateformes, des réseaux sociaux comme YouTube, avec des influenceurs qui ont des moyens pour faire des super productions. C'est très difficile de divertir, de se lancer en tout cas dans le divertissement, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Ou alors il faut une idée ultra originale, et encore, même ça, c'est pas à l'abri d'être copié par un créateur qui a plus de moyens. Donc, mon conseil pour ceux qui se lancent, cherchez plus à apprendre à quelque chose à votre audience avant de chercher à la divertir ou l'inspirer. Ça peut venir par la suite. L'avantage de chercher à apprendre quelque chose à son audience, c'est que ça coûte pas cher en termes de production. Donc, comme c'est marqué sur la slide, pas besoin de qualité de production ultra élevé, tant que le message est délivré, tant que vous répondez à une problématique, vous apportez quelque chose à votre audience. Et avantage très important aussi, c'est facile d'obtenir du trafic avec ce type de contenu, parce qu'on va se baser sur du trafic via les moteurs de recherche, donc SEO, Search Engine Optimization, optimisation pour les réseaux sociaux, en cherchant à répondre à des questions, en cherchant à créer du contenu pour apprendre. Ça va être beaucoup plus simple de se positionner sur des requêtes de recherche et d'avoir ces vidéos qui vont apparaître dans les moteurs de recherche, plutôt que d'espérer arriver sur la page d'accueil ou sur un feed, que ce soit notamment sur YouTube ou TikTok. C'est deux réseaux sociaux qui sont énormément utilisés via leur moteur de recherche. TikTok, si je dis pas de bêtises, c'est le premier moteur de recherche de la nouvelle génération qui utilise même TikTok avant Facebook, donc avant Google, pardon. Donc vraiment, cette notion de trafic SEO avec du contenu qui cherche à apprendre, c'est un axe facile pour lancer et pour développer une audience. Ensuite, en tant que créateur, il va être important de comprendre votre niche. Et là, j'insiste surtout quand on se lance, le fait de choisir un sujet et de se spécialiser, ça va être important pour réussir à capter une première audience, à la fidéliser. Donc, au lieu de partir dans tous les sens, toujours essayer de se spécialiser. Bon, ensuite, il faut trouver le bon potentiel. Donc là, on revient encore un peu à du SEO,
avec du potentiel de recherche sur son audience ou du potentiel d'attention. Est-ce que le potentiel est présent? Et en fonction de ce potentiel, est-ce qu'il n'y a pas un niveau de concurrence trop élevé? Et est-ce qu'il y a un niveau peu élevé? Et là, on va avoir comme ça la définition de ce qu'est une niche intéressante. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple du gaming, les premiers youtubeurs qui se sont lancés sur le gaming, il y avait un énorme potentiel parce que les gens voulaient du gaming, étaient en recherche de gaming, et il y avait encore peu de créateurs. Très vite, beaucoup de créateurs est arrivé, et aujourd'hui c'est très compliqué de dire juste se lancer dans le gaming en disant je vais faire du live, du gaming et je vais percer. Ça marche plus comme ça. Par contre, quand une niche est saturée, il y a toujours la possibilité de réfléchir sur cette niche et dire ok, est-ce que je peux pas aller à un niveau inférieur dans une sous-niche qui a aussi du potentiel et peut-être me spécialiser encore plus? Par exemple, alors que le gaming arrivait sur YouTube, il y a les premiers créateurs qui ont pensé à faire du Minecraft et des tutos sur Minecraft. Ils ont explosé au niveau des vues. Et ils ont créé des communautés comme ça et ils ont créé des chaînes derrière. Et ensuite, ils ont même eu la liberté, certains créateurs, de dire bon, bah voilà, j'ai fait assez de Minecraft, maintenant j'ai une audience, je peux passer à autre chose et je peux donc sortir de ma spécialisation. Et c'est justement le point que je voulais aborder par la suite. Si on est dans la spécialisation au départ, rien ne nous interdit par la suite de nous diversifier au niveau des sujets. Par contre, quand on le fait, il vaut mieux se diversifier dans des sujets qui restent connexes à notre thématique. Si je prends l'exemple du Labo des réseaux, nous, quand on s'est lancé en 2019, on était concentré sur des tutos utilisateurs qui permettaient donc aux gens de répondre à des questions simples sur les réseaux sociaux. Ça pouvait aller de comment ajouter un ami sur Facebook ou comment en supprimer un, comment bloquer un ami sur Instagram. Puis par la suite, il y a eu un effet qu'on n'avait pas anticipé, qui était l'effet Covid, où les consommateurs sur les réseaux sociaux, les utilisateurs, ont eu envie de créer, sont devenus créateurs, et nous, on a vu l'opportunité de dire, bah, on va faire la bascule, et on va de plus en plus proposer des tutos autour de la création de contenu. Et ça a marché. Une partie de notre audience a été séduite par ça. L'audience a continué à grandir. Et par la suite, l'arrivée de l'intelligence artificielle, pareil. On avait des créateurs de contenu qui étaient désireux de se renseigner sur les moyens de créer plus facilement, plus rapidement avec l'intelligence artificielle. Et comme ça, du coup, on a ouvert au fur et à mesure sur des sujets connexes, mais qui sont toujours en lien avec notre thématique de départ. Donc voilà, se diversifier au fil du temps et pour ensuite trouver ses sujets de prédilection et agrandir son audience. Autre point important, l'avatar de votre contenu et comprendre qui est votre avatar. En marketing, on dirait buyer persona. Donc là, c'est le viewer type pour YouTube, pour TikTok, pour Instagram. Alors, si vous vous lancez, vous pouvez choisir cet avatar, c'est-à-dire essayer de le définir au mieux dans votre tête, à quoi il ressemble, quel est son âge moyen, quels sont ses hobbies, qu'est-ce qu'il aime faire dans la vie. Vous pouvez aller loin comme ça dans la définition de l'avatar, même jusqu'à son niveau de revenu, notamment si derrière, dans votre chaîne, vos réseaux sociaux sont liés à un business, ça peut être intéressant d'essayer de se projeter là-dessus. Et ça, donc, c'est au départ, ça va vous permettre de faire des choix de création. Par exemple, c'est tout bête, mais le fait, surtout en français, c'est peut-être pas le cas dans d'autres langues, mais de choisir si vous allez tutoyer ou vous voyez votre audience, ça, c'est se mettre dans la tête qui est mon avatar. Ensuite, si vous avez déjà une audience, c'est intéressant du coup d'analyser vos stats sur YouTube, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, il y a des stats, il y a des statistiques liées à votre compte que vous pouvez donc récupérer pour comprendre qui actuellement est l'avatar de votre contenu et du coup l'identifier et savoir si ah oui mais ça c'est pas la personne type à laquelle je voudrais m'adresser, donc changer votre façon de créer du contenu parce que vous n'êtes pas du tout dans ce que vous souhaitez faire, ou au contraire dire
ah bah, je vois à peu près qui est mon avatar à travers mes stats, bah, je vais continuer à faire du contenu pour lui et je vais peut-être même encore plus me spécialiser pour, récupérer une audience qui ressemble à cet avatar. Donc l'avatar de contenu, c'est voilà, c'était pour l'avatar de contenu. Pour ce qui est des plateformes en elles-mêmes, comprendre, où on publie. Alors, là, j'ai marqué du contenu spécifique pour des plateformes spécifiques et j'ai la particularité de séparer YouTube de TikTok et Instagram. Pourquoi j'ai mis TikTok et Instagram ensemble alors que c'est quand même 2 plateformes différentes? C'est que là, je me positionne, du point de vue du créateur vidéo. Donc sur TikTok, on a les formats TikTok et sur Instagram, on a les Reels, ce qui est des formats qui sont très similaires, qui ont un algorithme en plus qui est de plus en plus similaire, hein. On en a parlé il y a pas longtemps sur le labo des réseaux, Instagram qui change son algorithme pour ressembler de plus en plus à celui de TikTok. Alors que sur YouTube, je mets de côté les shorts, on en reparlera après, on a une approche complètement différente du contenu avec des vidéos longues et horizontales. Ce qui fait que si vous êtes créateur et que vous vous lancez sur YouTube, et ben, vous aurez forcément plus le temps pour parler dans vos vidéos, prendre le temps d'expliquer les choses. Vous aurez aussi un ton un peu plus relax, un peu moins dynamique. C'est la particularité, c'est que les gens qui regarderont vos vidéos sur YouTube, généralement, vous auront trouvé soit via les moteurs de recherche, soit via leur page d'accueil, mais ils auront choisi de vous regarder, ils auront cliqué. Ce qui est pas le cas sur, TikTok ou Instagram où la plupart du contenu est, vous atterrissez dans un fil d'actualité de viewers et là, c'est pas la même chose, ils ont pas choisi de vous regarder. Donc YouTube, c'est quand même, ça, c'est pour ça que nous, on aime bien cette plateforme aussi, sur le labo des réseaux. C'est une plateforme où on peut être plus relax, plus calme. On peut aller dans les détails aussi et notamment en ce qui concerne, notre type de contenu, les contenus, très axés tutoriels, les détails sont le bienvenus et on va pas se le cacher, si vous avez un business accolé à votre chaîne YouTube ou à votre activité de créateur en général, c'est beaucoup plus facile, de vendre sur YouTube. Vous aurez le temps d'expliquer, votre produit et ce que vous proposez plutôt que sur d'autres réseaux sociaux où là, il faudra, peut-être plus passer par, des subterfuges, indirects avec des tunnels de vente ou d'autres méthodes, mais vendre directement sur, Instagram et TikTok, c'est très compliqué. Et donc sur TikTok, Instagram, et bien, il va falloir plus du coup se concentrer sur là je parle en termes de création de contenu, sur, ce qu'on appelle le hook, l'accroche de votre vidéo. Comme je le disais, vous allez devoir capter l'attention de votre viewer. Et par contre, moi j'aime bien dire aussi, concentrez-vous sur le hook, mais assurez-vous de livrer quelque chose derrière. Il y a beaucoup de créateurs qui se concentrent sur leur accroche et qui derrière délivrent pas en termes de contenu et ça c'est le swipe direct et ça peut être très énervant et ça peut même inciter indirectement, les viewers qui retombent sur vos contenus à dire: «Non lui, je le crois plus, je swipe, tout de suite». Ne pas perdre de temps, chaque seconde compte, on est sur des formats courts, pas de répétition, essayez d'aller à l'essentiel à chaque fois. Il va falloir également faire plus d'efforts en ce qui concerne le montage vidéo, donc quitte à investir un peu de temps et d'argent pour se former là-dessus, pour réussir à capter l'essence de ces réseaux sociaux et réussir à faire un montage dynamique qui retient l'attention, travailler sur les différents mécanismes de montage pour retenir cette attention et point important, essayer dans son contenu, d'engager. Qu'est-ce que je veux dire par engager l'engagement? C'est les likes, les commentaires, les partages. C'est, des points, c'est des éléments qui sont très importants dans les algorithmes de TikTok et d'Instagram, pour aider les vidéos à devenir virales. Donc essayez de trouver des moyens de déclencher ces actions, d'engagement sur votre contenu. Mon conseil, si vous êtes créateur et que, vous souhaitez, créer du contenu, du coup, dans votre niche, suivre votre idée, commencez par des formats longs. Commencez par YouTube, qui est peut-être une plateforme,
qui peut paraître plus intimidante, mais qui au final va vous permettre de développer plus de qualité au départ. Et l'avantage de créer du format long, c'est que vous allez pouvoir facilement le transformer par la suite en format short et l'utiliser sur d'autres plateformes. Alors je sais qu'il y a beaucoup de spécialistes qui disent non, concentrez-vous sur une plateforme, évitez de vous éparpiller. Et je pense qu'un créateur peut avoir le temps de publier sur différentes plateformes si, lors de son processus de création, il prend en compte le fait qu'il va publier sur plusieurs plateformes et il l'intègre à son processus de création. Donc, en plus, il y a des contenus qui sont faits pour être facilement transformables en short, en contenu short, TikTok, Instagram, YouTube Short. Si je prends l'exemple de tout ce qui est podcast, de live, même ce type de contenu webinaire, c'est des contenus ultra faciles par la suite à découper et à mettre en petit extrait sur les réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram. Et de plus, il y a maintenant des outils IA qui permettent de le faire. Et il y a, puisqu'on parlait on parle de Rask, là, avec une fonction en bêta qui est disponible sur Rask AI, qui permet de transformer vos vidéos longues directement en short. On l'avait testé sur la chaîne du Labo des réseaux, avec notamment un live d'Antoine Daniel, et les résultats étaient plutôt sympas. Donc, à réfléchir si typiquement vous faites ce type de contenu, que ce soit podcast, live, facecam, webinar, si vous présentez pendant de longues minutes sur des thématiques, là, vous avez des outils qui vous permettent facilement de créer et diffuser du contenu en format court sur les autres plateformes. Et par contre, il va y avoir certains types de contenus qui vont être difficilement adaptables, ou en tout cas qui vont demander du travail. On ne peut pas tout adapter en short. Et dans ce cas-là, il faut donc pas hésiter à réécrire du contenu. Généralement, nous, sur le Labo des réseaux, on a constaté que quand on fait un tuto qui est destiné à plusieurs plateformes, on va avoir une intro et une conclusion différentes pour YouTube et un travail spécifique du coup qu'on va faire pour Instagram et TikTok. Le travail spécifique pour l'intro, c'est-à-dire en fait, on va transformer notre intro YouTube en accroche pour les réseaux sociaux en cherchant un hook donc qui va être efficace et qui va capter l'attention. Et pour la conclusion, pareil, on va faire quelque chose de plus court, ou alors on va essayer de provoquer ce qu'on appelle les loops, c'est-à-dire une boucle de visionnage. On va essayer de faire en sorte que l'utilisateur a envie de revoir le short, le TikTok ou le Reels. Parce que là encore, c'est un super marqueur pour l'algorithme et ça va permettre de booster la visibilité de vos vidéos. Et bien sûr, si on a travaillé sur un format long et qu'on veut le passer sur TikTok ou Instagram, on retire le plus possible tout l'excédent, on va juste à l'essentiel. Pour vous donner une petite indication, l'idéal pour les plateformes comme TikTok ou Instagram, c'est d'essayer de travailler sur des formats qui n'excèdent pas 1 minute 30. Pourquoi 1 minute 30? Parce que si jamais vous avez un compte TikTok au-dessus de 10 000 followers, au-delà d'1 minute, vous êtes éligible à la monétisation TikTok, donc c'est non négociable. Il faut pas le négliger. Non négligeable, pardon. Et pour ce qui est des shorts, par contre, là, ça va être sur YouTube 60 secondes. Et il y a une fonctionnalité intéressante pour les shorts, c'est la possibilité de faire un lien avec une vidéo longue. Et de plus en plus de créateurs ont compris cette fonctionnalité et utilisent les shorts, en fait, pour faire des bandes annonces sur des contenus plus longs. Ou alors isolent les moments forts de leur vidéo, les mettent en short et invitent le spectateur à aller ensuite visionner ce short sur un format long. Donc, à tenir en compte pour vos shorts, je pense que c'est la bonne méthode pour faire des shorts, c'est essayer de justement d'avoir en tête de créer du contenu qui va donner envie aux viewers d'aller voir le contenu long. Maintenant, on va parler du branding et pourquoi c'est important quand on est créateur de contenu. Donc, ça va paraître peut-être assez évident,
mais un bon branding, ça va vous permettre d'obtenir facilement des vues. Voilà, c'est bête à dire, mais plus vous allez être identifiable sur les réseaux sociaux, plus les gens vont avoir envie de regarder votre contenu et plus mieux vous aurez travaillé votre branding, plus ça sera simple de faire des vues sans forcément, devoir, faire un énorme travail de montage, même si ça reste important. Mais voilà, ce sera de plus en plus facile de faire des vues sur les réseaux si vous avez bien travaillé votre branding. Il y a une autre chose aussi que, en dehors des vues, c'est, ce que j'ai appelé l'augmentation de valeur. Forcément, quand on commence à être identifié comme un spécialiste sur un sujet, notamment si vous avez bien travaillé votre niche, comme un créateur, qui parle de telle chose ou telle chose et qui fait des vues sur un sujet, ça va vous ouvrir des portes. Vous allez commencer à voir apparaître des partenariats, des collaborations et donc vous allez augmenter votre valeur dans votre niche en tant que créateur. Et ça peut se faire seulement si vous travaillez un minimum votre branding. Si vous faites du contenu pour du contenu sans qu'on puisse vous identifier, même si vous faites des vues, ça sera difficile pour les marques et ou pour les partenaires potentiels d'identifier à qui s'adresser pour faire leurs actions de communication ou faire des partenariats. Et si vous avez un business qui est lié à votre création de contenu, c'est aussi beaucoup plus facile de vendre quand vous avez développé un bon branding. Alors choisir entre le personal branding ou la marque, ça va dépendre de votre vision. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire les 2. Si je vous prends l'exemple du Labo des réseaux, nous, on est parti donc sur une marque au départ, le Labo des réseaux. Le gros avantage, d'avoir choisi une marque, c'est que déjà, on est déjà 2 créateurs à travailler sur le Labo des réseaux et au départ, on était 3. Et finalement, il y a une troisième personne qui a décidé d'abandonner le projet après quelques mois. Ça ne nous a pas handicapés sur le fait de continuer le Labo des réseaux puisque la marque existait. Et dans le futur, dans notre vision future, si un jour on décide de, consacrer moins de temps à la création, parce qu'on aura aussi moins le temps de faire des vidéos et qu'on a besoin d'embaucher des créateurs extérieurs pour faire nos vidéos, eh ben, on peut garder la cohérence, de la marque et avoir des créateurs extérieurs qui interviennent sur le Labo des réseaux avec le label du Labo des réseaux et sans que ça nous bloque, sur, notre chaîne. Après, je ne remets pas en cause les créateurs qui font le choix de dire: «Non, moi je veux mon nom, mon prénom, dans le nom de ma chaîne et c'est mon contenu». Mais forcément, quand on parle du personal branding, c'est difficile de faire sans la personne en question. Et ça, en termes de vision, c'est pour ça que c'est intéressant de penser au futur, de dire: «Est-ce que je ne devrais pas mieux développer une marque et tout en faisant à côté un peu de personal branding». C'est ce qu'on fait avec le Labo des réseaux aujourd'hui. On a donc le nom de la chaîne, la marque, le Labo des réseaux qu'on diffuse sur tous les réseaux sociaux et par contre à côté, quand on fait des événements extérieurs comme par exemple ce webinaire, moi j'interviens en tant que Boris du Labo des réseaux ou quand c'est, récemment, Marco qui a fait, plusieurs salons et expositions, il intervient en tant que Marco du Labo des réseaux. Après, à vous de voir. Moi, je vous donne mon avis, là-dessus, mais les 2 sont, vous pouvez conjuguer les 2. Donc avoir un bon, branding, on en a un peu parlé, précédemment. Ça c'est, comment avoir un bon branding? C'est très simple. Juste, heu, c'est un peu cliché, mais pourtant c'est aussi simple que ça. Exprimez votre créativité, votre personnalité, votre authenticité et on pourrait le résumer à tout simplement: soyez vous-même. Hem, c'est bête, mais il y a beaucoup de créateurs qui essaient de copier, d'autres créateurs et on se retrouve avec des clones de clones, en moins bien, en manque d'originalité. Hem, alors je dis pas que c'est pas bien il faut s'inspirer, on peut s'inspirer d'autres créateurs, mais essayez au maximum de coller à votre personne, et d'exprimer qui vous êtes vraiment dans votre création. D'autant plus, que ça va être plus facile de créer si vous n'avez pas besoin d'endosser un rôle.
Et je dis ça alors que nous, sur le Labo des réseaux, on n'a pas forcément, les personnalités les plus folles ou les personnalités les plus dynamiques au monde. Nous, on est enfin, on essaye d'être, le plus sérieux possible dans nos explications, on essaye d'être le plus pédagogique. C'est pas ce qui est forcément le plus sexy, mais en tout cas, ça colle à notre personnalité et ça colle à, l'image qu'on veut donner de notre contenu et pour l'instant, ça nous réussit plutôt bien. Donc, ce conseil, il peut paraître un peu banal, mais au final, je pense qu'il est bon. Soyez vous-même, dans votre création. Et dernier point important, et là je m'adresse, particulièrement aux nouvelles générations, n'ayez pas peur de transmettre, donner de la valeur. Il y a beaucoup de créateurs qui se concentrent, surtout dans notre niche à nous, sur la vente, vendre à tout prix, et au final sans rien partager, sans rien donner à leur audience. Alors c'est bien de vendre, hein, il faut apprendre à vendre aussi. Même nous, du côté du Labo des réseaux, on a développé des offres payantes et on en développe de plus en plus et on essaye de vendre à notre audience. Mais il ne faut pas avoir peur non plus de donner. Pour créer une audience, pour fédérer une communauté. Donc ne soyez jamais dans cette rétention de oui, mais je donne trop d'informations gratuitement sans vendre. Non, donner, c'est important. Donner avant de recevoir. Alors, ça, c'était la fin de la première partie. Maintenant, on va parler, de l'IA. C'est peut-être, pour ça que vous êtes là aujourd'hui dans ce webinaire. C'est peut-être la partie qui vous intéresse le plus. Et pourquoi j'ai pris le temps d'abord de présenter cette première partie? Parce qu'avec le Labo des réseaux, nous, on ne voit pas l'IA comme quelque chose qui va remplacer le créateur, mais plutôt qui va l'aider à développer son audience et développer son activité. Et c'est pour ça qu'il était important de parler de tous ces points-là, pour d'abord être à l'aise en tant que créateur et savoir ce qu'on fait, avant de chercher à développer sa création, accélérer sa création et mettre l'IA au service de ses vues. Après, on n'oppose pas non plus créateur de contenu et IA. Je sais que l'arrivée de l'IA a pu faire peur à beaucoup de créateurs en disant: «Oh, ça y est, on va me remplacer et j'existerai plus». Mais non, au contraire, c'est une super opportunité pour les petits créateurs notamment, d'avoir des moyens qu'ils n'avaient pas, de faciliter leur production avec l'IA. Et justement, on va parler des outils qui vont permettre de booster vos vues en tant que créateur. Donc il y a déjà tous les outils conversationnels, que vous connaissez donc sûrement tous déjà, au moins vous en connaissez au moins un dans la liste. Donc il y a ChatGPT, il y a le modèle Claude d'Anthropic, il y a Perplexity, Mistral, il y a Copilot qui utilise ChatGPT, Gemini. Voilà, c'est tous les IA conversationnels. Et ces IA conversationnels, en tant que créateur, elles vont vous être utiles pour plusieurs points. Moi, je vais lister les points sur lesquels on utilise. Alors, la génération de scripts. Alors, je vous rassure tout de suite, on n'écrit pas nos scripts qu'avec l'IA, mais par contre, quand vous écrivez un scénario, un script, et que vous avez besoin. Alors, avec le Labo des réseaux, on a de la chance. Moi, je travaille avec Marco, donc on peut échanger. Quand vous êtes créateur seul, des fois, c'est un peu frustrant de ne pas avoir quelqu'un avec qui faire du ping-pong avec ses idées. Et c'est là, je pense, l'utilité, la plus grande utilité des IA génératrices, des IA conversationnelles, ça va être de pouvoir justement échanger ses idées avec l'IA et avoir d'autres points de vue, d'avoir un deuxième cerveau comme ça qui va travailler du coup sur son script. Et c'est le point 2 justement, réussir à faire du brainstorming, à mieux développer ses idées et essayer la prochaine fois que vous créez, si vous ne le faites pas, de balancer votre idée sur ChatGPT ou sur une autre IA conversationnelle et d'engager un dialogue comme ça. Et vous allez voir, vous allez avoir un boost de créativité et ça va vous ouvrir à d'autres idées pour votre script. Donc, je vous le conseille vraiment. Et plus spécifiquement, nous, on l'utilise beaucoup pour ce qui est des titres. Bien sûr, on a toujours des idées de titres pour nos créations, mais le fait d'utiliser l'IA conversationnelle, ça va nous permettre, par exemple, de dire, voilà, moi, j'ai cette idée de titre-là, est-ce que tu peux me donner 10 variantes de ce titre ?
ou voilà, ChatGPT, j'ai cette idée de titre-là, est-ce que tu peux me donner 10 variantes, mais plus émotionnelles, avec ce mot-clé-là? Ok, maintenant réessaye en reformulant avec cette approche-là. Donc comme ça, on va voir, c'est vraiment décupler la faculté à penser, à réfléchir, et comme ça trouver des idées. Et donc pour le titre, pareil pour les hooks, pour les accroches, notamment sur le format court, ça va être très très utile. Et quelque chose qu'on fait et de plus en plus, c'est aussi les idées de miniatures. Les miniatures, si vous faites de la création de contenu, notamment sur YouTube, c'est un peu l'angoisse de la page blanche. Des fois, on n'a pas forcément l'idée de quoi mettre en miniature. Et là encore, avoir la possibilité d'échanger avec une IA conversationnelle pour lui demander: est-ce que tu as des idées? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai une idée comme ça. Est-ce que tu peux me formuler une variante de cette idée? Ça peut vous aider à affiner votre réflexion sur les miniatures. Ensuite, on a tout ce qui va être IA génératrice, donc des IA génératrices de design. Pour les designs, on va pouvoir citer notamment Canva, qui intègre des outils IA pour aider au design. Canva qui a également des templates. Si vous êtes créateur de contenu, que ce soit pour Instagram ou pour les miniatures YouTube, même pour les stories Instagram, c'est vraiment très pratique. Si vous avez l'occasion je pense que de plus en plus de créateurs l'utilisent, mais si vous ne l'utilisez pas encore, je vous le conseille fortement. On a DALL-E, donc au sein de ChatGPT. Alors il faudra avoir, il me semble que c'est encore réservé aux abonnés de ChatGPT+, DALL-E, ou peut-être que c'est maintenant, enfin je ne sais plus si c'est en accès gratuit. Il me semble que c'est un peu en accès gratuit maintenant avec ChatGPT 4o. Vous pouvez aussi l'avoir en accès via les outils Copilot, il me semble, si jamais vous n'arrivez pas à l'utiliser via ChatGPT directement. Ce qui est cool avec DALL-E, quand c'est sur ChatGPT, c'est que du coup, vous pouvez entamer votre dialogue autour de la miniature et lui demander directement qu'il vous propose une idée de miniature, de design. On l'a déjà fait quelques fois sur le Labo des réseaux et les résultats sont vraiment cool. Sinon, on a Leonardo AI qu'on utilise aussi pas mal, qui a l'avantage d'avoir quelques crédits offerts par jour pour travailler vos designs. On va avoir Stable Diffusion, si vous arrivez à l'installer en local, c'est pareil, vous n'aurez pas à payer pour l'utiliser. Et Midjourney, qui par contre est payante, mais qui est selon nous la meilleure outil de génération pour le design, celui qu'on utilise au final le plus pour obtenir une bonne qualité. Ça, c'est pour le design d'images et de photos, mais pour le design, pour la génération de vidéos, on va avoir 2 outils principaux qui vont être Pika.art et RunwayML avec leur outil de génération Gen2. Alors là, ça va être des text-to vidéo, donc des outils qui vont permettre de créer des vidéos à partir de prompts. Typiquement, si vous faites de la création, que vous avez besoin d'illustrer une vidéo avec un B-roll et que c'est très spécifique et que vous ne pouvez pas trouver une illustration parmi des bibliothèques de vidéos classiques comme Pexel par exemple, que vous voulez quelque chose de très particulier, faire appel à l'IA pour créer une vidéo de toute pièce, même pour un petit segment de votre vidéo, ça peut être super pour illustrer quelque chose que typiquement vous n'auriez pas pu tourner vous-même ou dont vous ne trouviez pas d'équivalent en footage sur des banques d'images. Et au niveau du son, on va avoir Suno qui va nous permettre de générer de la musique avec des paroles de chansons. Ça, c'est plus pour Suno, c'est plus pour la blague pour le coup, mais je pense que ça s'intègre très bien dans la création de contenu. Donc n'hésitez pas à le tester si vous voulez une petite musique personnalisée pour votre vidéo, pour un générique, ça peut être très utile. Et on va avoir Eleven Labs, qui est un synthétiseur de voix, les voix d'Eleven Labs qu'on retrouve d'ailleurs dans Rask AI, on en parlera tout à l'heure, et qui est également un synthétiseur de bruitage. C'est une fonctionnalité qui est arrivée il y a pas longtemps et si vous avez besoin de bruitage et que vous ne trouvez pas le bruitage dans votre bibliothèque sur votre
outil de montage vidéo, et bah, Eleven Labs peut, à l'aide d'un prompt, vous réaliser un bruitage, personnalisé. Voilà, donc on a déjà un peu parlé de tout ça, les, avec ces outils IA, ce qu'on peut faire, donc les miniatures, les b-rolls, illustrations, le sound design et même les avatars. Ça, c'est, si vous ne voulez pas faire de face cam et que vous voulez quand même, créer du branding sur votre vidéo, l'avatar IA, c'est sûrement l'alternative la plus, la meilleure alternative possible si, jamais vous voulez pas faire de face cam et que vous voulez quand même, réussir votre branding sur vos vidéos. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne du Labo des réseaux. J'ai fait une vidéo complète qui présentait tous les outils que j'avais sélectionnés pour, les top outils pour la création vidéo. Donc, ça reprend quelques outils que j'ai présentés ici. Si vous avez l'occasion de regarder ces vidéos, vraiment, je vais dans les détails et je vous donne la liste des outils qui, selon moi, sont les plus utiles pour les créateurs de contenu. Et parmi ces outils, il y en a un qui se distingue des autres parce qu'il ne va pas aider à la création de contenu, mais il va aider à la diffusion de ce contenu. Et cet outil, c'est Rask AI. Rask AI, c'est le moyen, c'est sûrement le moyen le plus efficace si vous cherchez à augmenter votre audience rapidement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va nous permettre de traduire en un clic notre contenu dans différentes langues et donc ouvrir notre contenu à différentes audiences. Donc, comment Rask AI fonctionne? Très simplement, vous uploadez votre vidéo sur votre compte rask.ai. Vous allez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que la vidéo soit traduite. Nous, par exemple, ici sur l'écran, on voit en anglais. Vous indiquez également le nombre de personnes qui interviennent sur la vidéo, même si l'IA arrive à le reconnaître automatiquement. Vous allez avoir un écran où vous allez pouvoir d'un côté voir le texte retranscrit dans votre langue originale, donc à gauche en français, et la traduction à droite en anglais. Donc si jamais vous voulez contrôler que l'IA a bien retranscrit votre texte, c'est utile. Et surtout qu'il y a également une option qui va vous permettre de réécrire le texte dans la langue traduite si jamais celui-ci est trop long par rapport à des fois quand on traduit dans une autre langue en français, du français à l'anglais par exemple, l'anglais s'avère être beaucoup trop long si on traduit mot par mot, et donc Rask a une fonctionnalité qui permet de reformuler la traduction. Très pratique donc pour ensuite avoir une vidéo qui va être synchronisée, quelle que soit la langue dans laquelle elle sera, qui aura la même durée du coup. On choisit ensuite une langue. Alors, au choix, soit vous clonez votre voix, soit vous choisissez une voix dans la bibliothèque de voix disponible. Dans la bibliothèque de voix disponible, c'est justement les voix qu'on retrouve dans Eleven Labs. Moi, perso, je choisis toujours le clonage de voix parce qu'il est plutôt réussi. Et du coup, bah, on a l'impression que c'est moi qui parle dans une autre langue. Donc, je vous invite à essayer de votre côté. On a également une option qui va permettre d'opérer une synchronisation labiale. La synchronisation labiale, c'est donc les lèvres qui bougent en même temps que le son, et donc on va avoir cette impression que je parle dans la langue que j'ai choisie. Donc typiquement, là, je vais demander à Alex de lancer la présentation, l'exemple. On a même des outils qui te permettent de traduire ton contenu dans différentes langues en un clic. Es gibt Tools, ihre Inhalte mit einem Klick in verschiedene Sprachen zu übersetzen. Tenemos herramientas para traducir textos a varios idiomas con solo un botón. We even have tools that let you translate your content into different languages at the click of a button. Voilà ce que ça donne. Je suis toujours assez impressionné même quand je revois ces vidéos. Je vois dans le chat quelqu'un qui a demandé si Rask était gratuit. Alors j'en parlerai après, mais on peut l'essayer gratuitement.
Il faudra par contre prendre un abonnement, j'en parle tout de suite après. Mais avant ça, j'aimerais vous dire pourquoi expliquer, est-ce que c'est la question qui se pose en fait, par rapport à Rask AI, est-ce que c'est utile, d'internationaliser son contenu? Est-ce que en tant que créateur, il est utile d'aller chercher, une audience ailleurs? Heu, Pas forcément. Et est-ce que parce qu'il faut se poser les bonnes questions, c'est déjà, est-ce que votre contenu a le potentiel pour plaire ailleurs? Il y a du contenu qui est très localisé. Si je suis un créateur YouTube qui parle de séries françaises, je suis pas sûr de trouver une audience ailleurs qu'en France. Par contre, si, c'est un contenu qui parle à d'autres pays, d'autres langues, alors là, le potentiel existe. Il faut se poser la question aussi de savoir, comment vous pouvez monétiser ce contenu dans d'autres langues. Selon les plateformes, les programmes de monétisation sont pas disponibles dans toutes les langues, par exemple. Ou encore, il y a même certaines plateformes, certains réseaux sociaux qui sont pas disponibles dans certains pays. Donc toujours se poser la question, quelle langue cibler, pour que mon investissement, sur ce travail de traduction, même s'il est rapide, serve à quelque chose. Et là aussi, c'est un point que je voulais aborder. On parle de création de contenu, mais si vous avez un business et si, vous avez des campagnes marketing, si vous vendez des produits, que vous pouvez livrer ailleurs qu'en France, dans d'autres pays, un outil comme Rask, ça peut vous permettre également de penser à l'internationalisation de vos campagnes marketing. Surtout si vous faites, des ads vidéo ou même si, vous comptez sur du contenu vidéo pour, vous ouvrir à d'autres marchés, ça peut être un outil, très intéressant à appliquer dans votre stratégie. Et donc, finalement, si vous voulez développer une audience plus large, que votre audience actuelle, surtout quand vous arrivez en tant que créateur, on arrive toujours un peu à un plafond de verre sur sa thématique, des fois, par manque de tout simplement par manque de viewers, hein. C'est-à-dire qu'on plafonne sur, notamment quand on est sur une niche spécialisée, on a, on arrive à un moment donné où c'est difficile de récupérer plus d'abonnés. Souvent, pour moi, ce moment-là, ça indique que, finalement l'étape d'après, c'est, de se dire: «Pourquoi pas traduire mon contenu et aller chercher des spectateurs ailleurs dans d'autres langues?» Et c'est là qu'un outil comme Rask, peut forcément aider. Donc oui, quelqu'un posait la question tout à l'heure dans le chat: «Est-ce que Rask est gratuit?» Non. Mais j'ai envie de dire comme, ils ont besoin de manger aussi, hein. Comme toute entreprise, qui fonctionne avec l'IA, c'est rare d'avoir une entreprise gratuite qui va vous proposer un service de qualité et c'est, d'ailleurs une question qu'on voit souvent sur le Labo des réseaux: «Oui, mais c'est pas gratuit» quand on parle d'outils IA. Mais, voilà, c'est, des serveurs, c'est des employés, c'est impossible d'avoir aujourd'hui quelque chose de gratuit. Il y a forcément un moment donné où l'offre sera payante quoi qu'il arrive. Après, la bonne nouvelle, c'est que si vous souhaitez utiliser Rask pour des tests, le tester, vous pouvez créer votre compte gratuitement et vous aurez quelques minutes offertes pour faire vos tests de vos côtés. Et je vous invite à le faire. Nous, avant de prendre un abonnement Rask, c'est ce qu'on a fait longtemps, même pour, sur les vidéos du Labo des réseaux. On a, testé en version gratuite pour faire des tests de nos côtés dans différentes langues et après, finalement, là, on est maintenant sur une version payante parce que nous, on compte aussi sur le Labo des réseaux, nous internationaliser, lancer nos chaînes dans différentes langues et c'est Rask, c'est en fait la solution, la moins chère et la plus efficace, qui est disponible aujourd'hui sur internet. L'alternative, en fait, ça serait de faire traduire par des freelances ou par des studios professionnels. C'est pas les mêmes prix. Au niveau des tarifs, ça démarre à partir de 50 $ par mois.
Après, pour avoir une fonctionnalité comme la fonctionnalité, synchronisation labiale, ça sera juste à partir des abonnements, Creator Pro, donc 120 $ par mois. Mais comme je vous l'ai dit, hein, si, avant de vous lancer dans un abonnement, vous pouvez toujours tester l'outil Rask gratuitement en vous rendant sur le site, rask.ai et simplement créer un compte gratuit, pas besoin de carte de crédit et vous aurez quelques minutes offertes pour, traduire vos premières vidéos. Et si jamais par la suite, vous prenez un abonnement payant, sachez que vous pouvez bénéficier d'une, réduction de 20 % sur votre abonnement avec le code LABOVIN. Heu, N'hésitez pas à le noter pour plus tard, même si pour l'instant vous ne souhaitez pas prendre un abonnement. Si jamais un jour dans votre, hem, dans votre réflexion, vous vous dites: «Ça y est, c'est le moment de lancer mon contenu à l'international, c'est le moment de traduire mon contenu», ça peut être utile de mettre ce code de côté le jour où vous prendrez un abonnement. Et pareil, sur la chaîne du Labo des réseaux, on présente régulièrement les nouvelles fonctionnalités de Rask. C'est un outil, enfin, comme je l'ai dit en début de vidéo, on est ambassadeur Rask depuis un peu plus d'1 an maintenant. C'est un outil qu'on suit, dont on suit les évolutions, qu'on présente régulièrement, dont on présente aussi les nouvelles fonctionnalités et vous retrouverez déjà pas mal de vidéos sur Rask sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un tour si jamais vous voulez un peu, voir un peu plus à quoi, ressemble l'outil. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vais passer aux questions. Si jamais vous avez des questions en direct, vous pouvez les poser dans le chat. Pas de questions? Alors c'est ah si, j'ai une question. Est-ce que je peux te traduire les vidéos d'un autre youtubeur, exemple Michou, et gagner de l'argent avec? Et non. Malheureusement non, très simplement, alors non, c'est en fait un peu plus compliqué que ça. Tant que les ayants droit ne réclament pas, leurs droits sur une vidéo, théoriquement, si tu traduis, les vidéos d'un créateur, que celui-ci ne réclame pas, la monétisation de ta vidéo, bah, oui, tu peux monétiser une vidéo. Sauf que plusieurs problèmes. Déjà, là, si on parle de YouTube ou si on parle de TikTok, il faut avoir répondu à des critères d'éligibilité suffisants pour que ton compte, soit monétisé. Ça veut dire que si tu comptes, sur le fait, par exemple, de traduire des vidéos de youtubeurs, heu, comme par exemple Michou ou d'autres, youtubeurs, si en plus tu en choisis plusieurs, à un moment donné, si quelqu'un voit ton compte, le temps qu'il arrive à la monétisation et qu'il dise: «Eh mais il est en train de piquer notre contenu», parce que c'est ce que c'est, tu vas te faire démonétiser. Donc c'est peut-être perdre ton temps d'essayer de, monétiser le travail de quelqu'un d'autre en essayant de le traduire. Maintenant, peut-être contacter le youtubeur ou le streamer en question pour savoir si, tu peux lui proposer de traduire ton contenu et s'associer avec lui. C'est peut-être mieux de faire la démarche en amont et d'éviter les problèmes ensuite. Je sais que par exemple sur YouTube, il y a déjà des créateurs qui le font en fait, c'est-à-dire, qui reprennent des streamers officiellement, qui sont accrédités par les streamers et qui sont les seuls à partager, leurs clips et qui partagent les revenus avec ces streamers. Donc pourquoi pas le faire de façon internationale? Et donc, bon, après il faut réussir à contacter Michou, mais avec les créateurs que tu as envie de traduire, dire: «Bah, voilà, moi je peux proposer ton contenu en anglais, je peux proposer ton contenu en allemand, en espagnol, en italien. Je m'occupe de tout et on partage les revenus». Ça, c'est possible. Mais c'est mieux de préparer avant plutôt que de se lancer et de se rendre compte, après avoir travaillé dessus, que tu vas pas pouvoir monétiser. Et d'ailleurs, une anecdote là-dessus, même le contenu le plus anodin, nous, on a déjà, pour une vidéo Rask, on s'est amusé à traduire une interview de Cristiano Ronaldo, qui venait d'une chaîne, portugaise. On l'a publiée sur YouTube. La vidéo a été démonétisée, enfin l'ayant droit a réclamé la monétisation de cette vidéo, donc la chaîne portugaise en question. Et pareil sur TikTok,
on a été aussi démonétisé. Alors là, on a moins d'explications, mais l'explication, en fait, c'était contenu manque d'originalité. Donc voilà, je t'invite à faire le travail en amont, à contacter le créateur avant de te lancer dans un tel projet. Sinon, moi, je vais vous partager une question qu'on m'a posée hors live et qui est intéressante aussi par rapport à la traduction de vidéos. Il y a une fonctionnalité qui avait été annoncée au début d'année, par YouTube, qui compte mettre en place, en fait, la traduction, la possibilité de proposer des audios sur les vidéos YouTube, différents, dans différents langages. C'est une fonctionnalité qui est déjà disponible pour certains youtubeurs, notamment, je pense à MrBeast qui est maintenant donc, a cette particularité d'avoir une seule chaîne et d'avoir des pistes audio différentes pour, selon le pays, en accessibilité. La question du coup de cette personne qui m'avait interrogé, c'est: est-ce qu'il faut attendre cette fonctionnalité pour se lancer dans la traduction de son contenu si on souhaite traduire son contenu dans différentes langues? Et moi, je pense que non. Je pense pas que ça soit une bonne solution et je vais expliquer pourquoi. Tout simplement déjà parce que, cette fonctionnalité, elle est pas encore disponible, et on n'a pas encore d'informations sur l'éligibilité, nécessaire pour avoir cette fonctionnalité à disposition. Et si vous vous lancez, dans la traduction de toutes vos vidéos, déjà, il va falloir traduire toutes vos vidéos, toutes les vidéos existantes, parce que ça sera pas pertinent de seulement choisir certaines vidéos sur votre chaîne pour les traduire, parce que vous allez vous retrouver avec quelques vidéos traduites dans d'autres langues et avec une audience internationale qui va se voir vous proposer l'ensemble de votre contenu qui sera pas forcément traduit, donc ça risque de vous désavantager au niveau de l'algorithme. Après, si vous souhaitez vraiment attendre et que vous vous dites: «Non, mais de toute façon, moi, je vais, proposer cette fonctionnalité et traduire l'ensemble de mon contenu», vous pouvez attendre, Rask sera toujours le bon outil à utiliser pour vous puisque, vous pourrez traduire votre vidéo, et ensuite télécharger le son synchronisé. Sachant que l'avantage de Rask, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que Rask s'adapte à la vidéo d'origine, c'est-à-dire que vous allez avoir donc un son qui va correspondre à la longueur originale de la vidéo. Ce qui n'est pas forcément le cas si vous essayez de passer par d'autres outils de traduction ou si vous essayez de faire une traduction par vous-même, vous allez un peu galérer. D'autant plus s'il y a plusieurs orateurs sur votre vidéo, ça va être une vraie galère. Ça, c'est peut-être une deuxième partie de cette réflexion. Pourquoi je pense qu'il vaut mieux lancer une chaîne à côté dans d'autres langues plutôt que d'attendre cette fonctionnalité YouTube. C'est déjà, ça va vous donner la possibilité de choisir seulement les vidéos que vous souhaitez traduire et pas forcément traduire toutes les vidéos, de construire une audience vraiment qui en fonction de la langue du pays. Et ça va vous permettre aussi de peut-être retravailler certaines vidéos au niveau du montage avant de les traduire et de les mettre sur YouTube, sur la chaîne consacrée du coup. Typiquement, si vous avez dans vos vidéos YouTube des fois des offres ou des partenariats, pas forcément dit que vous pouvez les diffuser dans une autre langue. Si vous vendez un produit seulement en français et que vous souhaitez proposer votre vidéo en espagnol, c'est inutile de mettre une partie qui concerne ce produit-là dans la vidéo espagnole alors que ça concerne pas l'audience. Voilà, et surtout le fait que c'est pas sûr que cette fonctionnalité soit disponible pour tout le monde ou disponible un jour. Ça reste encore une annonce. Donc nous, je sais que nous, sur le Labo des réseaux, on a 1400 vidéos, on compte pas toutes les traduire en anglais, en espagnol, en allemand. Par contre, il y a des vidéos qu'on a identifiées comme pouvant marcher dans d'autres pays, et il vaut mieux prendre ces vidéos-là, les traduire sur Rask. En plus,
le fait de les mettre sur une autre chaîne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir également avoir l'option de synchronisation labiale, ce qui est quand même cool pour présenter plutôt que d'avoir juste le son. Et du coup, d'avoir des chaînes consacrées avec une audience bien ciblée et du coup, mieux maîtriser le flux plutôt que d'avoir une audience qui vient de partout sur une chaîne où il n'y a pas forcément tout qui est traduit. Donc, niveau organisationnel et nous, pour notre stratégie, moi, je préfère créer des chaînes qui vont être dédiées dans différentes langues. Mais bon, ça c'est selon vous et votre vision de créateur. Ça bon, ouais, c'était ma question de mon côté. Y a-t-il d'autres questions? On a déjà dépassé l'heure, donc je pense qu'on va pouvoir finir le webinaire ici. Alex, I think it's done. I don't have any more question. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Rask, merci à Alex et merci à Lisa qui m'ont aidé à préparer ce webinaire. Et on se retrouve bientôt sur le labo des réseaux. Voilà, à très bientôt. Au revoir tout le monde. C'était un plaisir. Salut Alex. Merci d'avoir suivi ce webinaire, c'est un format un petit peu particulier qu'on compte développer de plus en plus sur la chaîne. N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses. C'était Boris, à bientôt sur le labo des réseaux.